bonjour et bienvenue à Totis et Totus. C'est la deuxième fois que j'enregistre et que le son n'est pas enregistré, j'ai envie de me crever les yeux au sécateur. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois tout seul, parce que Enzo n'est pas là, il ne s'est pas réveillé tout simplement. Donc on va faire un point, un petit hors-série tout simplement sur la trade deadline. Oui, vous êtes bien au courant, la trade deadline, c'est, comme son nom l'indique, la date limite à laquelle tu peux faire des transferts entre des équipes au cours de la saison. Elle est toujours dans la première dizaine de février, et chaque saison, c'est toujours une dinguerie, parce que les general managers, donc les gars qui s'occupent de manager les équipes et de faire les transferts et de signer les gars, eh bien, ils sont toujours en rut, et ils trouvent toujours des trades de fou malade, et c'est pour ça qu'on adore ça. Si vous avez loupé cette année, regardez toujours le live de Bastien et de Alex du côté de Trash Talk parce que c'est toujours super intéressant et ils vivent le basket et on aime ce qu'ils font. C'est d'ailleurs pourquoi je vais me baser sur leur résumé de tous les trades parce que je suis un gros fumiste. Et cette année, ça a été incroyable. Alors, cet épisode hors série va remplacer la 12e émission du Rip Show parce que je pense que c'est plus intéressant de parler de ça et puis que, impératif personnel et professionnel, c'est difficile tout simplement de trouver le temps parfois d'enregistrer, surtout quand Enzo n'est pas disponible. Oui, Enzo, je te tire à balles réelles, j'espère que tu entendras ça, mais je suis en colère contre toi, mais que de l'amour. Et on commence tout simplement, je vous mets le gros tableau, donc j'espère que ça va bien le faire. Paf! Paf, gros tableau. Voilà tout simplement tout le récap de tous les trades qui ont été faits. Donc c'est pas mal, il y a des équipes qui se sont fait avoir, d'autres équipes qui se sont régalées, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour faire un point sur toutes les équipes. On va faire équipe par équipe, aller assez rapidement pour essayer de faire une synthèse et de voir ce qui a été intéressant ou non du côté par exemple de San Antonio ou de Boston, et si vraiment ça va être un game changer tout simplement dans cette dernière partie de saison. Là je vous rappelle il reste entre 25 et 30 matchs selon les équipes, donc parfois un gros tiers, parfois un petit tiers de la saison. Et c'est ce qui nous régale, il reste là, oui effectivement 2 mois de basket encore. Donc à voir, et surtout que comme on peut le voir, hein, je vous mets, hop là, je vais pas actualiser l'écran, mais comme on peut le voir ici, c'est toujours embouteillé et vous allez vous rendre compte que ça l'est encore plus parce qu'il y a tellement d'équipes qui se sont renforcées. On commence avec nos amis de San Antonio qui ont fait quelques moves relativement malins, ils sont débarrassés de certains joueurs, ils ont récupéré d'autres jeunes, des tours de draft. On sait que San Antonio, hein, je vous mets le classement, ça vise le tank, c'est Wembanyama, 14 victoires, 42 défaites, un effectif relativement intéressant avec des petits joueurs plutôt cool. Je pense notamment à Keldon Johnson, à Devin Vassell, mais également à Jérémy Sauchamp. Je ne sais pas où il est, je ne le vois pas, je suis aveugle, Jérémy Sauchamp. Donc voilà, c'est un effectif plutôt intéressant. Ils ne se sont pas forcément renforcés plus que ça. Le but, ça ne l'était pas forcément, c'était juste de se débarrasser de 2-3 contrats. Il y avait 3 gars qui étaient censés partir, Jacob Poeltl, Doug McDermott et Josh Richardson. Spoiler, il y en a 2 qui sont partis. Ce que les Spurs ont récupéré, ça a été du cash, principalement dans le premier trade avec les Celtics. Noah Vonleh a été cut dans la foulée parce qu'il n'en voulait pas, tout simplement. Ils ont également récupéré du Dwayne Dedmon juste avant le jeudi 9 février et puis des seconds tours de draft contre le Heat. Donc ça, c'est des petits moves à la con qui n'ont pas forcément d'intérêt. C'est plus des équipes qui s'arrangent et puis c'est les tours de draft en général qui sont intéressants, et on met des joueurs là-dedans pour accompagner le tout. Ils ont également, ça c'était le trade très surprenant, ils sont débarrassés de Jacob Poeltl du côté des Raptors. Je ferai un petit point sur les Raptors également après, pour récupérer Kim Birch, un premier tour de draft, donc ça c'est excellent, et protégé en plus, et 2 seconds tours de draft. Donc les Spurs dans l'histoire en fait, ils ont fait un dernier move, je l'ai oublié, mais ils ont récupéré, je sais plus, je crois que c'est à la fin, ouais, c'est dans les derniers moves. Ils sont débarrassés donc de Josh Richardson, qui venait des Dallas Mavericks, pour récupérer Devontae Graham, qui donc est un super joueur, très jeune, qui avait été MIP, concurrent MIP il y a 1 ou 2 saisons, ou 6e homme, je me souviens plus, mais surtout il récupère 4 seconds tours de draft. Donc les Spurs en fait là, ça devient, à l'image d'Oklahoma City, second tour de draft.com. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré 8 second tours, ils ont un premier tour, ils ont récupéré un petit peu du jeune. Je pense que Devontae Graham, c'est relativement intéressant dans leur effectif. Ils avaient besoin un petit peu de monde sur les lignes arrière, également du monde à l'intérieur. Même s'ils perdent, effectivement, deux cadres, 2 adultes de leur line-up, leur but de toute façon, c'est de pas avoir beaucoup d'expérience. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de R, il y a beaucoup de 1, il y a beaucoup de 2, il y a beaucoup de 3, il y a peut-être Georgie Deng mais qui ne joue quasiment pas, et Stanley Johnson. Mais c'est une équipe très très jeune. Il y a toujours Doug McDermott qui est resté. On pensait qu'il allait partir, notamment du côté des Lakers, parce qu'ils étaient en recherche de shooters. Mais les Spurs, ils font les petits moves. Intéressants ou pas intéressants. De toute façon, c'était pas les équipes qui étaient très attendues à la trade deadline.
côté Celtics, il n'y a pas eu grand-chose non plus. Ils sont débarrassés de Noah Vonleh, ils ont récupéré un second tour de draft. Et ils vont également dans la foulée récupérer Mike Muscala du côté du Thunder en envoyant Justin Jackson et 2 seconds tours de draft. Tout simplement. Ensuite, on enchaîne avec, pour moi, les plus grands gagnants de cette free agency, c'est les Lakers, tout simplement. Alors, si Enzo était là, il pourrait tout simplement vous expliquer qu'il y a une conspiration et que Adam Silver a vendu son cul au diable pour finalement avoir des enfants avec Rob Pelinka et récupérer tous les meilleurs joueurs pour faire de LeBron le joueur le plus fort de l'histoire. Mais globalement, il y a eu un gros mystère. On ne comprend pas tous dans la sphère NBA ce qui s'est passé du côté de Los Angeles parce qu'ils ont fait une trade deadline monumentale. Ils ont soigné tous les défauts de leur line-up pour la rendre tellement meilleure et tellement compétitive au profit et de LeBron James, mais aux dépens de leurs concurrents directs qui ne récupèrent que des bouchées de pain. Et quand tu sais que leur concurrent direct c'est Danny Ainge, qui est donc l'ancien GM de Boston Celtics, qui est au Jazz, tu te dis c'est bizarre, est-ce qu'on n'aurait pas promis des tours de draft assez juteux quand on sait que la QV de 2023 est très forte. Et les Lakers, ils vont déjà dans un premier temps se débarrasser de Kendrick Nunn, envoyer uniquement 2 seconds tours de draft pour le top 10 de la draft d'il y a 3 ans, Rui Hachimura, qui était du côté de Washington. Il avait plus beaucoup de minutes. Ça jouait pas comme on le voulait du côté de la capitale. On avait même l'année d'après pris dans le top 10 Deni Avdija qui était poste pour poste. Donc c'était un mal pour un bien, mais on ne l'attendait pas du tout du côté de Los Angeles. On l'attendait plutôt du côté de Portland ou même de Phoenix ou d'autres équipes qui étaient bien plus positionnées sur le sujet. Il tombe chez nous, donc un premier move très malin, puisque ça apporte de la hauteur du côté du collectif des Lakers, quand on savait que Darvin Ham s'amusait à mettre 4 meneurs dans le 5 majeur avec LeBron James en 5. Mais bon, ça, on passe dessus. Et puis le gros move qui a été fait donc, pour nous dans la nuit de mercredi à jeudi. Moi, j'étais en train de prendre mon train à 5h du matin. Enzo m'appelle en me disant « T'as pas vu le move qui vient de passer ?» Mais donc, D'Angelo Russell, Malik Beasley et Jared Vanderbilt partent du côté des Lakers. Et ça, c'est un coup de tonnerre du côté Planète Basket, parce que les Lakers qui avaient besoin de shooting de hauteur et de main, avec un backcourt un petit peu plus compétitif, ils se récupèrent un passeur-shooter, un shooter backcourt, et puis de la hauteur avec un petit peu de proactivité et de jeunesse. En fait, ils font la quinte flush royale, c'est un braquage, et ça, ils vont l'avoir en envoyant uniquement que Russell Westbrook, GTA, donc Juan Toscano Anderson et Damian Jones, qui étaient des gars qui ne jouaient quasiment pas, en se débarrassant, en offrant finalement qu'un seul premier tour de draft de 2027. Et on a toujours le tour de draft de 2029. Donc là, en fait, le Jazz vient de se faire braquer, et quand on sait que c'est Danny Ainge, c'est un petit peu bizarre. C'est les questions qu'on se pose, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qui Rob Pelinka a vendu sa famille au diable, il a vendu la culotte de sa mère, qu'est pas parce que c'est extrêmement bizarre. On ne comprend pas vraiment l'intérêt du côté du Jazz de ce trade, si ce n'est de récupérer un petit peu un tour de draft, donc en 2027, pour de l'avenir, récupérer peut-être un pivot jeune qui va essayer de se racheter, se refaire une cerise, donc qui est Damian Jones. Juan Toscano Anderson, je maintiens, tu n'en fais pas grand-chose. Et Westbrook, pourquoi le prendre ? Pour le buyout, finalement, donc le cutter, lui donner tout son salaire pour que ça devienne un agent libre, et puis à la mi-saison, donc à l'intersaison plutôt, récupérer un gros contrat, soit donner un gros contrat à tes joueurs, soit signer un joueur mi-All-Star, je sais pas quoi, mais en tout cas tu peux pas prendre un All-Star, du côté du Jazz, je pense qu'il n'y a pas assez de confirmation. On sait que c'est une très très bonne équipe, voilà. Je vous mets le Jazz, ils sont 10e, ils sont en 28-29, ils ont surprouvé qu'ils étaient forts. Je vous mets leur effectif, mais voilà, on sait qu'ils voulaient garder Colin Sexton, Lauri Markkanen et Walker Kessler. Bon, là leur effectif, ils enlèvent quand même 2 gars de leur effectif qui étaient extrêmement importants, et puis un troisième mais qui jouait plus trop, c'était Mike Conley. Donc dans la fin du trade ils envoient Nickel Alexander Walker, 3 seconds tours de draft et Mike Conley aux Wolves. Mais en fait le Jazz et les Wolves ils se font enfler, parce que les Wolves normalement, D'Angelo Russell, oui c'est vrai qu'il était sur la sellette, mais tu l'envoyais pas pour Mike Conley, tu pouvais tellement t'en tirer avec plus pour, on va dire, entourer Anthony Edwards qui fait une saison All-Star. La preuve, il va être dans l'All-Star Game. En fait, là, c'est un move complètement absurde. Tu sais que les Wolves, c'est difficile. Ils sont 9e, ils sont encore en recherche. Ils surfent un petit peu sur le fait que D'Angelo Russell faisait une belle saison, et que D'Angelo Russell faisait une belle saison, mais surtout qu'Anthony Edwards faisait la saison de sa vie. Se débarrasser d'un de tes 2 meilleurs joueurs de ton équipe qui composait ton backcourt et qui s'entendait très bien avec ton ex-franchise player qui est blessé, donc Karl Anthony Towns, et ton franchise player actuel qui s'entendait très bien avec lui, pour un vieux qui est Mike Conley. Respect à Mike Conley, ok t'as joué avec Rudy Gobert, mais quel est le projet du côté des Bulls ?
Donc là, ce trade, c'est un peu un mystère parce que en fait, c'est du win, win, lose, lose. Pourquoi le faire? Donc les Lakers, oui, ils le prennent volontiers, c'est évident. Et, euh, et c'est pas fini du côté des Lakers parce qu'ils vont faire 2 moves encore. Un move qui est intéressant, donc ils se débarrassent enfin de Pat Bev qui avait un contrat à 13 millions encore sur 2 ans, donc c'était un petit peu beaucoup. Et puis il n'était pas très intéressant. En envoyant 2 tours de draft qu'ils ont récupérés, je crois, dans le trade précédent dont je vais vous parler, pour Mo Bamba, donc apporter de la hauteur dans ta raquette. Ça, c'est très important. On sait que le jeu des Lakers se base vraiment sur le jeu dans la raquette, les mouvements et tout ce que tu veux. Le pick and roll, le pick and pop, prendre un gars très grand qui fait je crois 2m16, 2m15, je vais aller vérifier ça, mais lui apporter finalement un petit peu de hauteur parce qu'on savait que c'est ce qui manquait du côté des Lakers. Mais Mo Bamba, tac tac tac, il fait 2m13, voilà. C'est ce dont on avait besoin. On avait peu de hauteur et là on récupère beaucoup de hauteur, que ce soit avec Vanderbilt, avec Davis, avec LeBron James qui est toujours aussi grand, Mo Bamba qui est toujours aussi grand, mais également Rui Hachimura et Wenyen Gabriel. Et ça fait du bien. Et les Lakers, ils font un carton plein et ils vont faire un dernier trade parce que là, vous le voyez, mais il n'y a plus notre détraqué mental national qui est donc Thomas Bryant parce qu'il va être récupéré du côté des Nuggets avec 2 seconds tours de draft. Et puis, les Nuggets, ils vont envoyer Bones Island du côté des Clippers. Ils vont récupérer Davon Reed avec 3 seconds tours de draft. Et je pense que dans ces 3 seconds tours de draft, il y en a 2 qu'on envoie du côté de Orlando. Je suis pas sûr, à revoir sur mes sources. Mais donc les Lakers, ils font un carton plein en fait dans cette affaire. Ils sont là, ils ont roulé sur tout le monde et ils en ont absolument rien à foutre. Et ils sont absolument royal. Mais royal de chez Royal. Côté trade, je sais pas si j'avais parlé des Celtics, mais les Celtics globalement, ils n'ont pas fait grand chose. Ils n'avaient pas grand chose à faire. Ils ont récupéré Mike Muscala avec le Thunder en envoyant Justin Jackson. J'ai l'impression que je viens d'en parler il y a vraiment 2 secondes, mais dans le doute, je vous le redis. Et puis un second tour de draft. Pareil du côté des Wizards, la capitale s'est débarrassée de son poste 4, mais il récupère un poste 2, 1-2 qui n'est pas très intéressant avec 2 seconds tours de draft. Alors oui, les Wizards ils gagnent, ils sont en 7-3 depuis même un peu plus que 7-3 depuis l'arrivée de Kendrick Nunn. Je suis pas sûr que ça soit un élément de cause à effet, mais bon, je pense qu'ils prennent. Ensuite, côté Heat, on va récupérer uniquement du cash. Côté Kings, on va uniquement récupérer Kessler Edwards et du cash. Donc il y a des petits moves qui ont été faits à droite à gauche sans forcément beaucoup de choses. On a parlé des Wolves et des Cavs et du Jazz, pareil, qui ont fait donc ce trade peu intéressant selon moi de leur côté, surtout qu'ils renforcent leur concurrent direct. Je vous remets le classement, hop. Mais le classement, 9e, 10e, nous on est 13e. Et voilà, on a 3 et 5 victoires d'écart avec ces 2 équipes qui veulent être en play-in, selon moi. Même si là, on a compris que le Jazz, c'était mission tanking. Après, ça reste mon avis. Mais donc, de ce côté-là, un gros point d'interrogation. Ensuite, on a 2 franchises qui, même 3, parce que je vais parler de 3 franchises qui se sont vachement activées du côté de la trade deadline. Dans un premier temps, il y a nos amis des Mavs et des Nets, parce qu'on a vu, j'en parlais dans le dernier épisode, mais Kyrie Irving demandait son trade, et son trade, il l'a obtenu. Joe Tsai l'envoie du côté des Mavs avec Markieff Morris pour Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith Jr., Dorian Finney-Smith tout court, un premier tour de draft et 2 seconds tours de draft. Donc, opération, alors ça, si on fait chronologiquement, ça c'est le 5 février, donc c'est 4 jours avant la deadline, vous allez voir que les Nets, ça a encore bougé. Mais sur le papier, les Mavs, ils font un bon move, c'est-à-dire que, je vous mets le classement, les Mavs, ils sont 4e. On sait que ça cliquait pas forcément avec Spencer Dinwiddie, même si Dorian Finney-Smith était un très bon 3&D, ça cliquait pas forcément, il y avait des gros soucis. Quand on voit que Doncic n'est pas là, ça ne gagne pas plus que ça. On voit que là, ils sont en 6-4, mais ils étaient à peu près à l'équilibre quand il n'y avait pas Kyrie. Donc c'était un peu poussif, on se posait la question de d'accord, les Mavs en saison régulière ça gagne beaucoup, mais est-ce que finalement en playoff ça va être comme l'année dernière parce que Luka Doncic n'est pas plus entouré que ça. Là tu mets un meneur All-Star, champion, meilleur ball handler de l'histoire du basket avec lui, tu lui rajoutes un poste 3-4. Les Mavs font carton plein, c'était un trade qu'il fallait faire, t'envoies, mais t'envoies finalement pas grand chose par rapport à ce qu'est Kyrie Irving et ce qu'il peut t'apporter du côté de Luka Doncic. Donc les Mavs font carton plein et les Nets finalement, chronologiquement, à partir du 5 février, tu dis il y a encore Kevin Durant et puis tu lui ajoutes un petit peu de monde et t'achètes un petit peu d'avenir dans le futur. Non, Kevin Durant n'est pas de cet avis-là. Après le trade des Lakers, on a un deuxième blockbuster trade. Les Suns récupèrent Kevin Durant parce que Kevin Durant va demander son trade. Et en contrepartie, les Nets vont récupérer Mikal Bridges, Cam Johnson, Jake Crowder, vous allez voir, il va pas rester aux Nets. Et 4 premiers tours de draft. Ça, c'est incroyable.
Les Suns, ils vont récupérer TJ Warren. Super, il est de retour à la maison. C'était pas ça que je voulais faire. Super, il est de retour à la maison. Et Kevin Durant. Et ça, c'est le move, on va dire, un petit peu le seul move que les Suns vont faire, même s'ils vont récupérer Darius Bazley avec Oklahoma City. Mais ça, c'est le giga move qu'ils vont faire, parce qu'en fait, les Suns, actuellement, ils sont 5e. Mais là, leurs 5 majeurs aux Suns, je vous le mets dans le mille, mais il est composé de Chris Paul en 1, David Booker en 2, Torrey Craig en 3, Kevin Durant en 4 et DeAndre Ayton en 5. Et c'est une équipe qui est totalement contender et qui est totalement éligible à un titre ou je ne sais quoi, parce que ça peut rouler sur la ligue. Je veux dire, personne n'est à l'abri de les voir premiers à la fin de la saison. Enfin, je veux dire, ils n'ont que 7 matchs de retard sur les Nuggets et les Nuggets ne se sont pas plus renforcés que ça. Les Grizzlies ne sont pas plus renforcés que ça. Les Kings ne se sont pas plus renforcés que ça. Donc, en fait, il y a de la marge. Et ce que font les Suns, c'est un all-in parce que certes, ils envoient du monde. Je vous remets le petit truc, mais ils envoient Mikal Bridges, Cam Johnson. Bon, ils se débarrassent de Jay Crowder. Mais en contrepartie, en fait, ils récupèrent la meilleure arme offensive de tous les temps et ils la mettent aux côtés d'un shooting guard élite, d'un meneur de jeu légendaire et d'un jeune intérieur qui va peut-être se remettre à jouer au basket. Tout ça coaché par Monty Williams, même s'il y a eu des gros fiascos, on sait que ça peut que cliquer. Et là, c'est le move qu'il fallait faire. Je veux dire, ils hypothèquent les Suns, ils envoient finalement toute la construction de leur avenir au cours de leur année de tanking. Mais bon, pour Kevin Durant. Et Kevin Durant, je sais plus combien d'années il lui reste encore à avoir, mais t'as un 5 majeur qui est incroyable et qui peut rouler sur l'NBA, qui peut t'amener un titre, un back-to-back, un three-peat, sans exagérer, c'est monumental, quoi. Après, il faut voir comment ça va se construire, mais c'est un très très gros move. Après, du côté des Nets, sniff, on est désolé pour vous les gars, mais vous en sortez pas avec rien du tout, parce que les Nets, finalement, là, ils sont 5e, on se doute bien que ça va dégringoler. Là, t'as plus tes 2 cadres, t'as plus tes 2 All-Stars. D'ailleurs, comment on fait? Parce que les 2 sont passés à l'Ouest, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu bizarre actuellement. Je vous mets juste l'effectif des Nets. Les Nets, ils récupèrent quand même un effectif assez intéressant. Bon, Jacques Vaughn, je pense qu'il va rester, mais c'était un très bon coach, selon moi. En tout cas, il a bien tenu la baraque. Et puis, tu récupères quand même Spencer Dinwiddie. Donc, je vais vous les surligner, mais tu récupères Mikal Bridges qui est un très bon 3, Cam Johnson qui est un très bon 3 et qui peut être en backup et qui peut t'apporter de la profondeur de banc. Tu te récupères également Spencer Dinwiddie qui est un bon 2 et qui peut se réinventer, Dorian Finney-Smith qui est un bon 3. Tu te récupères des tours de draft et tout ce que tu veux et tu peux aligner un 5 majeur qui peut, on va dire, encaisser cette perte de collectif et d'effectifs, mais qui peut encaisser pour rester, en tout cas selon moi, dans le play-in. Parce que ces équipes-là, elles sont moyennement en rythme. Enfin, ça reste quand même difficile. Et quand tu regardes l'effectif des Brooklyn Nets, c'est que tu imagines un 5 majeur potentiel. Et tu mets qui en meneur? En meneur. Attends, parce qu'ils n'ont pas forcément des meneurs de fou. Mais tu peux mettre Cam Thomas, Spencer Dinwiddie. Tu mets avec ça Mikal Bridges en 3, Royce O'Neal en 4, Nick Claxton en 5. Et tu peux également rajouter du Dorian Finney-Smith dans ton 5 majeur comme tu veux, mais tu as également toujours du Seth Curry, du Joe Harris, du Patty Mills, du Cam Johnson, du Yuta Watanabe qui fait quand même le café de temps en temps. Tu as un effectif plutôt potable, plutôt correct. Alors effectivement, tu perds totalement en gamme en enlevant Kevin Durant et Kyrie Irving, mais finalement, ils récupèrent et puis voilà, ils récupèrent en fait. En tout, ils ont 5 tours de draft, 5 premiers tours de draft et 2 seconds tours de draft, et ça, je trouve que c'est quand même fort. C'est quand même très très fort. Donc ça, c'était un petit peu le sniff-sniff. Après, les Suns, ils auront fait leur petit move en récupérant Kevin Durant, TJ Warren et également Darius Bazley, qui est un ailier. Donc ils récupèrent 3 ailiers. C'était le poste sur lequel ils avaient le plus de lacunes et c'était également le poste sur lequel ils avaient le plus envoyé. Cam Johnson, Mikal Bridges et Jay Crowder. Ça fait quand même pas mal. Et ils vont renvoyer après Dario Saric qui est un poste 4. Voilà. Donc ça, c'était les gros moves. Ensuite, du côté, donc ça on en a parlé, du côté des Knicks, on a également ce petit move assez malin, Josh Hart, l'effectif des Knicks, donc j'ai du mal. Les Knicks, ils sont 7e, ils sont en 30-27, ils sont toujours à la recherche d'identité, ils sont à l'équilibre sur les 10 derniers matchs, mais ça reste correct, ils ont un effectif qui est plutôt convaincant, avec 2 All-Stars qui cliquent plutôt bien, que sont Jalen Brunson et Julius Randle, comme vous pouvez le voir. Ils ont de la jeunesse avec RJ Barrett, Emmanuel Quickley, mais également Quentin Grimes, Jerry Shaw Sims, Mitchell Robinson. Ils se sont débarrassés des gars desquels ils voulaient se débarrasser, donc Svi Mykhailiuk, un nom je me souviens plus à dormir debout, Cam Reddish et également Kevin Knox.
Donc finalement, ils font un petit peu le ménage, ils récupèrent un 3D de luxe, un super bon gars qui est également l'ancien pote de Villanova de notre ami Jalen Brunson. On a vu la petite vidéo, il était tout content de le voir récupérer. Donc ça, c'est un petit move assez intéressant du côté de Knicks. On n'en voit pas trop, on se débarrasse des gars qui ne jouaient plus, donc Kevin Knox, Cam Reddish, Svi Mykhailiuk. Tout ça pour un super joueur. Donc ça, c'est le coup de tonnerre du côté de Portland, parce que vous allez voir, les Portland Trail Blazers, ils n'ont rien fait de cette free agency. Si Enzo était encore une fois là, il pourrait vraiment en parler beaucoup mieux que moi, mais ça a été un petit peu dur quand tu sais qu'ils ont une proprio pingre, que c'est pas une franchise très attractive, et également que les assets qu'ils voulaient envoyer, ils n'ont pas eu de contrepartie, on va dire, potable par rapport à ce qu'ils pouvaient envoyer, parce que les Blazers, ils vont récupérer Cam Reddish, Svi Mykhailiuk, qui vont l'envoyer dans un autre trade à 3 équipes, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 équipes. Ils vont récupérer quand même un premier tour de draft, donc ça c'est plutôt cool du côté des Blazers. Et puis dans les prochains moves qu'ils vont faire, ils vont récupérer Matisse Thybulle, donc ça c'est un bon move, donc en se débarrassant de Svi Mykhailiuk, et donc ils envoient 2 seconds tours de draft. Et le dernier move qu'ils vont faire, qui va achever Enzo et que j'ai eu au téléphone, il était vraiment en dépression, il voulait arrêter le basket, mais bon, ils perdent Gary Payton pour récupérer le Kevin Knox des Warriors avec 5 seconds tours de draft. Donc les Blazers, finalement, ils se récupèrent pas mal de tours de draft, ils se récupèrent un petit peu de défense, et puis du jeune qui demande des minutes, qui demande à jouer au basket, qui demande à être juste efficace dans un 5 majeur ou dans une seconde unit. Ils récupèrent beaucoup d'ailiers, donc c'était le poste sur lequel ils avaient besoin de renfort. Je pense que Cam Reddish pourra être assez intéressant. Je crois qu'il a déjà joué hier et qu'il a planté 11 points avec une belle adresse. C'est un peu décevant du côté de Portland. On s'attendait à récupérer du Vanderbilt, du Rui Hachimura, du Oji Anunoby. On savait qu'il y avait des assets qui étaient assez intéressants du côté de l'Oregon, mais ça n'a pas cliqué. Et quand tu connais leur position actuellement dans le classement général, ils sont dans le dur, ça gagne pas plus que ça, leur effectif ne clique pas plus que ça, ils sont pas super bien coachés. Un peu à l'image de Los Angeles, mais sauf que Los Angeles, ils sont renforcés et que non. Et que hier, en plus, ils ont perdu face à Oklahoma City. Donc c'est un petit peu dur du côté de Portland avec une free agency qui est pas convaincante et qui les met d'ailleurs dans les grands perdants, tout simplement, de cette free agency. On enchaîne, du coup, j'avais parlé des Raptors. J'étais passé rapidement dessus, mais les Raptors ont récupéré Jakob Poeltl et Masai Ujiri va se foutre de la gueule de toute l'NBA. Globalement, on pensait que tout l'effectif allait être trade. On pense totalement même à Oji Anunoby, on pense également à Fred VanVleet, mais aussi tout autant à Gary Trent Jr., voire même Pascal Siakam, parce qu'on parlait quand même de beaucoup de mouvements. Il y avait même Scottie Barnes parfois dans les discussions. On s'attendait à avoir un effectif qui explose parce qu'il n'est pas du tout au niveau auquel on l'attendait. Ils sont même pas en play-in, ils sont 26-31 et c'est poussif. Ça fait le yo-yo entre la 9e et la 12e place. Finalement, ils se renforcent, ils récupèrent un poste 5 qui a été à l'école Popovic, qui est plutôt convaincant, qui joue même très très bien au basket. Tout ça pour se débarrasser de Cambridge et juste d'un premier tour de draft et de 2 seconds tours de draft pour les Spurs. Et en fait, ils ont enflé toute l'NBA. Et je pense que la franchise qui en pâtit le plus, c'est les Blazers, parce qu'ils s'attendaient à vraiment pouvoir discuter avec eux. Finalement, ça ne discute pas du tout. Et même les Knicks s'attendaient à discuter de fou avec eux, parce qu'ils avaient beaucoup de tours de draft à donner pour Oji Anunoby. Finalement, ça ne se fait pas. Et ils ne font que se renforcer. Quel est l'intérêt ? Peut-être aller chercher une place en play-in et sauver la saison du côté de Masai Ujiri et Nick Nurse. À voir, parce que je pense que c'est un petit peu tard. Après, ils ont toujours les ressources. Le Magic, ils sont très poussifs et je pense que eux, ça les intéresse pas plus que ça de récupérer un tour de draft relativement haut, mais plus aller chercher et convaincre finalement l'NBA que c'est une très bonne équipe de basket parce qu'ils ont déjà leur young core. Ils ont toujours la possibilité de tanker un petit peu, d'être 13e et d'avoir plus de chances d'être haut dans la loterie. Mais bon, côté Toronto, on se pose des questions. Ensuite, on enchaîne avec le Thunder. Donc le Thunder, lui, il n'a pas fait grand-chose. Je vais passer relativement par-dessus parce que, bon, voilà, ils récupèrent Dario Saric et 2 secondes tours. Et ils vont également récupérer donc avec les Celtics, Justin Jackson et 2 secondes tours. Ils enquillent encore plus, ils engrangent encore plus de second tours et de tours de draft à gogo. Donc ils sont toujours en reconstruction. Ils font quand même une très très belle saison, emmenée par un Shai Gilgeous-Alexander qui est juste royal, comme vous pouvez le voir, c'est juste incroyable. Après, bon, l'effectif, il est principalement emmené par Shai, Josh Giddey et Luguentz-Dort. Il y a Chet Holmgren qui n'a pas joué cette saison, qui était le 2e pick de l'année dernière et qui a un potentiel de fou. C'est genre un Wembanyama, mais un petit peu plus différent et peut-être en un peu moins dominant. Ils ont toujours une batterie de joueurs qui sont un peu des no-names si on n'est pas fan d'Oklahoma City Thunder, c'est pas pour les blâmer, mais ça joue très bien au basket, la preuve, ils sont en 27-28, ça clique bien. Ils ont un meilleur bilan que par exemple des Lakers ou des Blazers.
voire même le même bilan que les Utah Jazz. Donc plutôt pas mal du côté de d'Oklahoma City. Après, ils se renforcent pas forcément, je pense que c'était pas leur intérêt. Mais voilà. Côté Bucks, on en parlait dans le trade des Nets avec les Suns. Ils avaient récupéré Jake Crowder, mais Jake Crowder, ils vont l'envoyer dans un trade à 3 équipes. Ils vont l'envoyer aux Bucks pour récupérer 5 second tours de draft. Ils en voulaient pas de toute façon. On savait que les Bucks de toute façon allaient récupérer Jake Crowder d'une façon ou d'une autre, et les Bucks aussi se débarrassent de Serge Ibaka, ça c'était convenu, mais également de George Hill et Jordan Nwora pour 2 second tours de draft. Tout ça du côté d'Indiana, pour apporter un peu plus de profondeur du côté du secteur intérieur, quand on sait que Daniel Theis est toujours blessé, mais également un petit peu de profondeur sur le poste de meneur. Retour à la maison, coucou George Hill, j'espère que tu es content de retrouver les tracteurs. Côté Nuggets, petit move, j'en parlais avec les Lakers, où ils se débarrassent de Bones Island. Alors pour moi, ça c'est un mauvais move, si je dois être très honnête. Ils renforcent la concurrence, ils renforcent les Clippers en envoyant probablement le top 5-6e homme de l'année. Ils récupèrent certes un petit peu de backup pour pallier au fait que DeAndre Jordan commence à être vieillissant et que Thomas Bryant a beaucoup moins de minutes depuis le retour de AD du côté des Lakers. Ils récupèrent des seconds tours, mais ça c'est pas... Enfin, ça peut être intéressant, mais sans plus en fait réellement. Mais donc c'est le move qu'ils font. Ils trade Bones Island pour Thomas Bryant. Un jeu dans la raquette pour un joueur d'avenir. On sait qu'il y avait ce choix cornélien du côté des Nuggets de prolonger Greg Brown, qui est très convaincant cette année du côté du Colorado, et qu'ils n'étaient pas prêts à donner le max, ou en tout cas une belle extension à Bones Island, mais bon, je sais pas, renforcer les Clippers pour récupérer un pivot backup. C'est un gros point d'interrogation de mon côté, je suis pas très convaincu. On parlait de Bones Island, donc on parle des Clippers. Eux, les Clippers, ils ont fait une série de petits moves extrêmement intéressants. Ils ont récupéré Bones Island, ils ont récupéré Eric Gordon, ils ont également récupéré Mason Plumlee. Voilà, dans tous ces trades. Des trades malins qui, en fait, vont leur permettre de se renforcer sur tous les différents secteurs. Vous voyez, les Clippers, ils sont 6e, malgré l'absence de leurs 2 franchise players pendant la moitié de la saison. Ils arrivent toujours à être bien placés. Et ils se débarrassent en fait dans les trades, pour vous montrer. Là, ils vont se débarrasser de Luke Kennard qui faisait une saison moyenne comparée à la saison dernière. Ils vont se débarrasser de Reggie Jackson qui, pareil, fait une saison moyenne par rapport à l'année dernière. Et ils vont également se débarrasser de John Wall. Je suis bigleux. Ouais, je suis bigleux. De John Wall, voilà. Dans un trade à 3 équipes avec les Rockets. C'est plutôt malin, c'est plutôt smart. Il récupère Eric Gordon qui, je pense, va bien fitter dans la rotation des Clippers. Gros shooter, avec de l'expérience du briscard. Il en avait marre de jouer du côté des Rockets. Et là, je pense qu'il va un peu plus être content de jouer du côté de Los Angeles. C'est même une ville, je pense, qui lui plaît. Ils ont également récupéré Mason Plumlee. Ils avaient besoin d'un backup du côté de Ivica Zubac. Et Mason Plumlee, c'est plutôt un backup très régulier. Pour vous montrer ses stats, il est là. Voilà. C'est un bon backup, 12 points, presque 10 rebonds. C'est plutôt clinique, surtout qu'il est toujours très régulier, très adroit. Donc c'est juste un renforcement très smart, en récupérant de la jeunesse, en récupérant également de l'expérience et puis de la profondeur. Tout ça en se débarrassant de 3 lignes arrière pas très convaincantes cette saison. Donc malin, petit move mais malin du côté de la fausse équipe de Los Angeles. Je crois que j'en avais pas parlé, je le vois là, mais j'en avais pas parlé du côté des Lakers, mais ils ont également récupéré Mo Bamba pour apporter de la hauteur, et ça y est, je m'en souviens, j'en ai totalement parlé, je me perds et je m'oublie. On finit avec quelques petites équipes, comme je l'expliquais, mais donc il y a les Sixers qui ont fait un trade à 3 équipes avec les Blazers et les Hornets pour récupérer Jalen McDaniels du côté des Hornets. Petit move à faire, ils se débarrassent de Matisse Thybulle qui avait été totalement mis sur le côté, qui jouait quasiment plus. Et là, qui je pense va s'amuser du côté de Portland, mais c'est vrai que depuis l'arrivée de Tyrese Maxey, Matisse Thybulle, il avait été mis vraiment sur le banc de touche. Donc petit move à faire, pareil, c'est une équipe. Du côté de l'Ouest, de toute façon, ça fait très peu de moves. Là, ça s'est débarrassé de joueurs et ça a récupéré des tours de draft. Là, ça a récupéré Jake Crowder. Là, ça s'est débarrassé de joueurs. Là, ça n'a rien fait. Bon, là, ça a explosé et là, ça n'a rien fait. Et là, ça n'a quasiment rien fait. Et là, vous allez voir, ça n'a rien fait, ça n'a rien fait, ça n'a rien fait, ça n'a rien fait. Et là, ça a récupéré des trucs. En fait, l'Est n'a rien fait et l'Ouest s'est totalement renforcé. C'est très marrant, c'est vraiment unilatéral. Il y a vraiment beaucoup de All-Stars qui sont partis du côté de la conférence Ouest. Donc les Hornets, les Hornets, pareil, on s'attendait à beaucoup plus de mouvements, notamment essayer de se débarrasser de contrats toxiques. On pense à Terry Rozier, on pense à Gordon Hayward. On se disait peut-être qu'ils pourront faire quelque chose avec un trade package en envoyant Kelly Oubre, qui était très dragué par notamment Portland, mais d'autres équipes.
Les Hornets, en fait, ils vont récupérer Reggie Jackson. Ils vont récupérer également Svi Mikhailuk et 2 seconds tours de draft dans un trade à 3 équipes. Voilà. Ce même trade, en fait, tout simplement. Donc, en fait, ils font rien. Ils perdent leur pivot qui était bon. Et ils ont toujours le même effectif claqué. Donc, Kupchak, je sais pas, réveille-toi. Michael Jordan, respecte ta franchise. Enfin, tu es un très bon joueur, mais tu es un GM de merde. Enfin, tu es un proprio de merde, faut dire les termes. Donc, les Hornets, pareil, c'est à l'image un petit peu de Portland, même si je pense que Portland s'en sort peut-être à l'avenir mieux. Mais les Hornets, ça fait rien. Les Hawks, on en parlait, mais les Hawks, ça fait quasiment rien. Voilà, ça fait un trade avec les Rockets où ils récupèrent Garrison Matthews et Bruno Fernando en envoyant Justin Holiday et Frank Kaminsky. Et puis ils récupèrent Saddiq Bey, je pense que c'est intéressant sur les ailes et les lignes arrière d'avoir un shooter. Mais bon, pareil, c'est des moves mais minimes. Les Rockets, ils vont récupérer 2 vieux et ils vont envoyer un petit peu de monde et se débarrasser de vieux, mais finalement en fait les récupèrent le même profil. Eric Gordon, Danny Green, c'est peut-être le même profil, sauf que là ça défend. Là John Wall, à mon avis, va être cut parce qu'ils s'en étaient débarrassés la saison dernière et finalement ils se retrouvent avec le même problème cette année. Donc les Rockets, très peu de moves. De toute façon, à mon avis, ça va être Wembanyama qui vont récupérer. Les Grizzlies, pareil, pas de move, en tout cas peu. Après bon, le collectif fonctionne bien. Je vois pas les Grizzlies, ça m'énerve quand je suis bigleux comme ça. Voilà, ils récupèrent Luke Kennard. Bon, ils perdent Danny Green, ils récupèrent Luke Kennard. Je comprends pas trop le move, en étant très honnête. Et puis, les 2 équipes qui vont faire quelques moves, ça va être les Pélicans qui vont récupérer Josh Richardson en se débarrassant de... En fait, ils sont cliquables. Je savais pas, regarder quand on fait ça. Non, en fait, je suis sous crack. Donc, Josh Richardson qui va, si j'arrête de faufoter, qui va du côté des Pels. Et les Spurs récupèrent de la jeunesse et des seconds tours de draft. Et le dernier trade, ça va être donc Bev qui va être bientôt buyout par le Magic. Et les Magic qui perdent Mo Bamba, mais qui vont laisser un petit peu plus de place à un Bol où j'ai oublié son nom, mais il vient des Bulls. Il y a un junior dans son nom. Respect à toi du côté d'Orlando, je vais tout de suite le chercher, ça m'énerve. Tac, 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 tac. Wendell Carter Jr. Voilà. Donc c'était tout du côté de la Free Agency. J'ai vraiment synthétisé parce qu'il faut savoir que là j'ai vraiment fait une émission de 1 heure avant où je parle tout seul, où j'essaye de décortiquer tout ça. Et là j'ai vraiment tout synthétisé à une vitesse phénoménale. J'espère que ça sera audible. J'ai fini avec une petite synthèse de cette Free Agency en vous mettant le classement général tout simplement, en vous expliquant qui a été vraiment le gagnant. Mais de ce côté-là, en fait, de cet arbre-là, en fait, il n'y a pas eu de move. Il y a eu les Brooklyn Nets qui ont explosé et qui vont probablement dégringoler et se trouver dans la 9-10e position, parce que je pense qu'ils ont quand même les assets, et même dans la reconstruction, ils ont des outils et des arguments pour être toujours relativement compétitifs. Ensuite, là, ça n'a pas bougé. Là, ça n'a pas bougé. Voilà, ça n'a pas bougé. Mais ici, ça n'a pas bougé non plus, alors qu'on s'attendait du côté des Hawks à avoir un John Collins partir, à avoir un renforcement pour entourer Trae Young. Ici, on savait que ça allait pas bouger. De toute façon, ce top 4, on savait que ça allait rien faire. Là, on s'y attendait pas. Et on s'attendait également à avoir du 8 un petit peu plus actif à la trade deadline pour faire des choses. Mais là où ça a énormément bougé, c'est à l'ouest en fait. Les 2 premières équipes ici, elles se sont pas plus renforcées que ça. Il y a eu des petits moves, mais elles sont sur une bonne dynamique. Les Kings, pour moi, c'est dommage, mais ils avaient peut-être pas les arguments ou les outils pour faire des trades parce que en fait, ça fonctionnait bien. Et quand tu as une équipe qui gagne, tu la changes pas. Dallas, ils font ce move-là, très intéressant, mais pour moi, les grands gagnants, c'est clairement Phoenix, Los Angeles et Los Angeles. Parce que là, ici, ça s'est pas renforcé plus que ça. Et quand tu regardes l'effectif des Lakers qui, en fait, a finalement s'est débarrassé de toutes ces maladies pour récupérer finalement toutes les armes pour aller au moins au second tour des playoffs, selon moi. Après avoir, parce que c'est dur, un tiers de saison pour se relancer. Ces 3 équipes-là, en fait, elles se sont affaiblies. Celle-là, on est toujours dans une recherche de rythme. Là, on est vieillissant. Ici, on s'est affaibli également. Et finalement, ça laisse de la place pour les Lakers de manœuvrer, d'aller chercher une place en play-off. En play-off, quand je dis play-off, c'est vraiment play-off, parce que pour moi, ces équipes-là, elles peuvent pâtir du fait qu'ici, là, il y a beaucoup trop d'avance. Mais ici, c'est une très bonne équipe, mais vous voyez que ça a du mal sur les 10 derniers matchs, même s'il y a 2 victoires d'affilée dernièrement. Les Kings, j'ai pas envie pour eux, mais ils peuvent pâtir du fait qu'il y a d'autres équipes qui se sont renforcées, les Clippers, les Suns, les Mavs, les Lakers, ça peut vraiment pousser. Et donc, si on doit faire un bilan, finalement, c'est que l'Ouest s'était embouteillé, ça l'est encore plus, notamment pour la course au top 6, et que les équipes qui vraiment ressortent vainqueurs, c'est les Lakers qui sont 13e et qui peuvent prendre vraiment
je ne rigole pas, 10 places au classement. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre, je pense, dans cette saison. En tout cas, c'était une trade deadline qui était vraiment, 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 mais très, très, très mouvementée. Alors, la miniature est un peu putaclic, mais il n'y a pas eu d'échange entre les Lakers et les Blazers. C'était uniquement pour faire un clin d'œil à nos deux équipes de cœur. Et voilà. En tout cas, c'était la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis un peu déçu de ne pas avoir eu Enzo à mes côtés pour faire cette trade deadline avec vous et faire un résumé, parce que je pense que ça aurait été intéressant de débattre. Je vous remercie si vous avez été là d'avoir écouté. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, j'espère en tout cas dimanche ou lundi. Elle remplace donc le RIP Show hebdomadaire, donc la 12e émission, parce que là je pense qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire sur cette trade deadline, et puis la saison a été un petit peu amputée par les moves de certaines équipes qui du coup se sont mis un petit peu en retrait et qui n'ont pas performé comme elles devaient le performer parce qu'elles ont perdu des joueurs et elles attendaient l'arrivée de leurs nouveaux joueurs. Donc on se retrouve la semaine prochaine donc pour la 12e émission et pour, je pense, la 17e semaine de NBA, pour faire une synthèse juste, parce qu'après ça va être le All-Star Break, mais pour faire une synthèse sur cette dernière semaine avant le All-Star Break pour attaquer correctement le dernier quart de la saison. Je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous souhaite de passer une très belle soirée ou une très belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous êtes présents, et puis on vous fait plein de bisous.